Bienvenue dans Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Je suis heureuse de vous partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors c'est un épisode qui va sûrement être assez bouleversant dans Bulle de Bonheur aujourd'hui. Et je donne la parole à Béatrice et Johan, qui sont les parents de Lorraine. Leur fille a été assassinée à Nantes en avril 2025. Alors au-delà du fait divers, ses parents, donc Béatrice et Johan, témoignent de ce que traverse une famille quand l'impensable surgit. Le choc, la sidération, la douleur qui est sans fond. Et la nécessité, malgré tout, de continuer à vivre. Je voulais aussi préciser que Béatrice et Johan sont fondateurs d'Effervescence Jeune. Alors à travers leur voix, il va être question d'amour parental, de mémoire, de dignité et de ce lien qui ne seront jamais, même face à cette violence extrême. Alors je voulais rappeler quand même que cet échange n'a pas la vocation à expliquer ni à juger, mais à mettre de l'humain là où manquent les mots. À rappeler que derrière chaque drame, il y a des parents, il y a une histoire, il y a une vie aimée. Cet épisode, il est là pour être écouté, pour se recueillir et réfléchir ensemble à ce que la société fait ou ne fait pas de la souffrance des victimes et de leurs proches. Alors, on y va. Bonjour Béatrice, bonjour Johan. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir derrière ce micro de Bulle de Bonheur. Merci. Merci de nous accueillir. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous partager pour commencer? On a envie de vous partager notre état de pensée, notre façon d'avoir vécu cet événement, pour lequel on n'est jamais préparé, et que l'on n'imagine, jamais. Et qui, voilà, a été un point de bascule dans notre vie et pour lequel, Mmh. nous avons commencé à trouver quelques fils pour, réussir à sortir de cette situation, traumatique. Mmh. Mmh. Et vous me disiez que la fin de la vie de Lorraine n'a rien à voir avec ce qu'elle a été? Non, en effet, Elle les dernières heures de la vie de notre fille n'a rien à voir avec, les 15 ans de sa vie, heureuse, sociale, de curiosité et de découverte. Mmh. Et est-ce que vous me partageriez, comment vous avez traversé les tout premiers moments après sa disparition? Au au début, nous étions dans la sidération, c'est-à-dire que le corps ne répond plus, on n'a plus faim, on n'a plus sommeil, heu, la tête explose, en fait, on comprend pas ce qui se passe parce que 2 vies se confrontent. Il y a celle d'avant et puis celle d'après l'événement, et pourtant on est dans le même décor, avec presque les mêmes gens, et en Mmh. fait, entre les 2, il y a eu une fracture, un un point de bascule. On comprend pas pourquoi et on veut même pas savoir comment. En fait, c'est infernal. On a eu l'impression que Bien nos sûr. cerveaux, s'étaient remplis de glaise, ce mélange d'eau et d'argile et que, en fait, beaucoup nous ont dit: «Patience, patience, il faut attendre que l'argile redescende et que pour commencer à y voir clair». Mmh mh. Mmh. Comme une mare pleine de boue qu'on a secouée et que du coup on voit plus clair du tout et il faut juste attendre que ça redépose pour pouvoir recommencer à penser, si je puis le dire, entre guillemets «normalement». En fait, le problème, c'est que ça, c'est dans notre tête et et que, du coup, on a l'impression qu'on n'est plus capable de réfléchir, d'avancer, de vivre, en fait. Et Mmh mh. pourtant c'est là où on s'est surpris nous-mêmes parce que, on a quand même réussi à prendre des décisions et même sans être sous l'influence de notre entourage. On a par exemple envoyé un message aux amis de Lorraine pour qu'ils gardent confidentiel notre nom et qu'ils préservent son image. Hem
et ils ont été, incroyables d'écoute et de réactivité. En effet, ils ont tout à fait, respecté, ça. Hem, Mmh. Pareil, on a pris la décision de créer une cagnotte, devant, les mois qui et le témoignage par l'arrivée de centaines de fleurs et en fait, on s'est dit que, heu, qu'est-ce qu'aurait fait Lorraine si c'était arrivé à l'une de ses amies? Et ben, elle aurait sûrement proposé en effet qu'il y ait une action derrière, que ça reste pas des fleurs qui se fanent et on a été surpris de réussir à aller jusque-là, à réussir à faire ça dans les heures qu'on suivit, dans les jours qu'on suivit et alors que ça nous paraissait complètement irréel. Mmh. Mmh. Dites-moi Béatrice, parce que cette complexité, en fait, cette horreur que vous avez vécue, vous l'avez chacun vécue individuellement et vous l'avez vécue aussi en couple. Comment est-ce que votre couple a vécu cette épreuve? Bon, déjà dans les premiers instants, au début? Mais en fait, nos liens se sont les liens qu'on a entre nous, nous ont permis d'être solidaires. Mmh. On a tous réagi différemment, mais voilà, ça nous a permis, de nous sentir, en communion. Heu, OK. Je dirais que le fait qu'on se connaisse depuis longtemps, hem, fait qu'on réussit à se soutenir, l'un et l'autre et donc de manière synchronisée. C'est-à-dire que quand il y en a un qui va bien, il soutient l'autre et vice versa. Mmh. mais c'est Mmh. vrai que dans cette, Parce que extrême douleur, on a été surpris que ça fonctionne encore, que, ce relais qu'on a l'habitude de voir dans nos réactions face à des difficultés, il soit toujours là, hem, mmh. avec 2 façons de penser différentes, 2 rythmes différents, mais malgré tout, justement ce relais qui s'installe, cette écoute aussi. Ouais, cette écoute et ce relais, c'est, heu, c'est magnifique, et tellement important, dans ce type, d'épreuve. Hem, Qu'est-ce que vous avez découvert dans cette épreuve? Et bien, en fait, on a vu, s'installer autour de nous un filet de sécurité, extrêmement efficace. C'est-à-dire que, Oui. nos familles, nos amis, nos voisins, et même des personnes qu'on connaissait à peine, heu, nous ont soutenus, protégés. Hem, C'était impressionnant à quel point c'était, rapide, efficace, soutenant, heu Mmh. et nous leur sommes, très reconnaissants. C'est Mmh. Sans ça, on n'aurait jamais réussi à tenir le coup. Mmh. Et cet entourage qui vous a soutenu, est-ce que vous pourriez dire que c'est ce qui vous a permis, de justement laisser cette, glaise, cette, boue redescendre, en fait? Bah, c'est-à-dire ils ont enfin, c'est des choses très simples, mais ils ont pu assurer certains éléments du quotidien qu'on n'était Oui. pas capable de faire. C'est-à-dire on n'était pas capable de conduire, on n'était pas capable, d'aller faire des courses, enfin des trucs complètement basiques. Hem et mmh et en fait, il y a eu ce relais autour de nous. Il y a eu le relais aussi, heu, pour préparer ensemble les obsèques, parce que c'est très violent de se retrouver aux pompes funèbres et de se dire, «Je suis là pour mon enfant». Heu, enfin voilà, sans ces personnes autour de nous, ces démarches auraient été vraiment difficiles. Mmh. Pour eux, c'était difficile aussi et malgré tout, parce qu'ils connaissaient et ils aimaient très fort Lorraine, mais malgré tout, ils ont, voilà, ils ont, fonctionné ensemble, heu, quelquefois même sans se connaître, des personnes qui sont venues, conjointement alors qu'elles ne s'étaient jamais vues et qui nous ont extrêmement aidés, sur les premières semaines. Mmh mh. Mmh. Ce qu'on a découvert aussi, c'est,
comment, le corps peut aider la tête à redémarrer et hem et à comprendre la résilience. Parce qu'au début, on a Mmh. l'impression que, comme je le disais, plus rien fonctionne et hem et il y a quelques personnes qui nous ont dit: «Mais tu sais, quand la tête, elle redémarre pas, il faut que ce soit le corps qui redémarre». Ouais. Hem et ça, on a pu l'éprouver, entre autres, un jour où on est allé à la mer. On a la Mmh mh. chance de vivre à 1 heure de la mer, donc heu, elle était froide, mais on s'est quand même baigné. Et pour rentrer dans la mer froide, en fait, on est rentré petit à petit dans l'eau. Au début, l'eau jusqu'aux chevilles et puis on avance jusqu'aux genoux et on revient en arrière et là, à ce moment-là, elle paraît moins froide. Donc on retourne dedans, on va jusqu'aux cuisses et puis on retourne en arrière et cetera jusqu'à ce qu'on arrive à vraiment s'immerger et on se rend compte qu'on peut bouger, en fait, qu'on peut le supporter, que pour le supporter, il faut bouger, il faut nager, hem et que même s'il y a un rayon de soleil, c'est même un peu agréable et hem et ça, en fait, en faisant ça, on s'est rendu compte qu'on apprenait la résilience quelque part. On apprenait aussi le deuil, que le deuil, c'est des moments, d'émotions très fortes et quelquefois, on a l'impression que ça va mieux et puis d'un seul coup, à nouveau, cette vague d'émotions revient et on a l'impression qu'il faut revenir en arrière et y retourner et cetera. Il y a donc ça ces allers-retours qui se font, qui sont comme une onde, hem et petit à petit, en fait, on se rend compte qu'on arrive à nouveau à bouger et qu'on arrive à nouveau à à retrouver, de la mobilité dans l'élément naturel Mmh et mh. ça nous a Mmh. fait, voilà, ça nous a fait beaucoup de bien. Ouais. Et avec cette sensation que quand on y retourne, ça me semble un peu moins froid que ça ne l'était. Exactement. Ouais, du coup, je trouve que c'est très juste, hein. On dit que les émotions, dans les moments des deuils sont vraiment très Mmh. importantes, hein, vraiment, ça monte, ça descend et puis qu'au fil du temps, ça s'amenuise. Ça veut pas dire qu'on oublie évidemment, hein, mais ça s'amenuise, tranquillement pour être, moins douloureux, un peu moins douloureux, Et je puis dirais un soupçon. il y a cette prise de recul aussi, qui est impossible au début, qu'on peut pas faire. On peut ni se projeter, ni prendre du recul, on peut rien faire. En fait, on peut juste, vivre la sensation et qui est très Mmh mh. désagréable, qui est, extrêmement perturbante et au Mmh. fur et à mesure, on se rend compte que, on arrive à prendre un petit peu de recul, à découvrir, comment c'est le deuil. Alors, il existe en effet beaucoup de théories sur, le processus du deuil, mais c'est voilà, le le chemin et le rythme est personnel et chacun, doit aller à son rythme sans Absolument et jugement. respect absolument, absolument et hem, je trouve, très intéressant, de ce que vous venez de souligner dans le sens de cette perception, hem et de ces sens, en fait, que vous sur lesquels vous avez repris possession de vous-même, en fait, de votre pensée, grâce à vos sensations, grâce à vos sens, des choses très simples, Voilà hein. Mmh. et alors je sais que, il y a des personnes qui voilà, qui passeront peut-être par d'autres choses, peut-être par d'autres sens, mais heu heu, pour nous en tout cas, on était beaucoup sur la sensation thermique, c'est-à-dire, le très chaud ou le très froid, nous procure cette sensation de pouvoir prendre une pause, en fait. C'est comme une pause dans ce processus qui est douloureux, Mmh et mh. qu'on n'a pas envie de faire. On n'a pas envie, d'aller dans ce sens-là, mais on n'a pas le choix, et là, d'un Mmh. seul coup, ça crée une pause. Donc ça, on le retrouve aussi, par exemple, quand on fait un sauna ou un hammam. Le fait d'avoir très chaud et puis ensuite, une douche très froide. On peut retrouver aussi cette sensation de pause, d'arrêt, qui peut quelquefois être très courte, durer qu'un quart d'heure, mais c'est pas grave, c'est déjà ça de gagné Exactement, et exactement et pour vous, Johan, ça a les mêmes sensations, quoi? Ça vous a procuré exactement la même chose? Oui, 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 mais c'est vrai que je l'avais pas verbalisé comme Béatrice, mais en effet.
Mmh. Un peu moins dans la Donc mer quelque froide, chose quoi. Un peu moins dans la mer froide, ouais. et davantage dans le sauna ou le hammam? Oui, 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 oui. Mais en tout cas, dans les 2 cas, ça m'aide, en effet, à avancer. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que Lorraine vous a transmis qui continue à vous accompagner? Mais en fait, Lorraine, au début, on a très peur de perdre tout ce qui fait les traces de la personne au quotidien, de ce qu'elle est, et hem et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que en fait, elle est avec nous pour toujours. Heu, Elle est pas là de la même façon, mais elle est toujours là, et hem et ça, c'est vraiment quelque chose qui vient petit à petit, et c'est une étape qu'on passe à un moment. Hem, c'est une étape qui rassure, et c'est une étape aussi qui est difficile à accepter parce que, on a envie d'avoir encore la vie quotidienne avec elle, et Mmh. bah, il faut se transférer sur un Accep autre mode de fonctionnement. Ouais, accepter, Mmh. en fait, quelque C'est pas une Mmh. acceptation, je pense que c'est comme apprivoiser. On apprivoise, en fait, son absence, et Mmh. hem et du coup, on ressent sa présence sous d'autres formes qui sont plus sur notre façon de réfléchir, par exemple. Ou, nous, Mmh. on veut absolument garder à l'esprit, le regard si particulier qu'elle avait sur les choses, sur les relations avec les gens, et elle disait souvent devant une situation qui était assez complexe, assez compliquée, où il y avait pas de solution, elle disait: «Non mais alors, on a toujours fait comme ça, mais on pourrait pas faire autrement», et ce pas de côté, c'est pour nous quelque chose d'important qu'on veut garder. Et c'est aussi pour ça que, face à la générosité des personnes qui sont autour de nous, qui, nous ont témoigné en effet, leurs difficultés aussi, sur la santé mentale des jeunes, Mmh. on a décidé de créer cette association qui s'appelle Effervescence Jeunes pour agir en prévention sur la santé mentale des jeunes. Mmh. Mmh. Tout à fait, c'est, d'ailleurs, ça amène ma question, suivante, en fait, j'imagine que vous n'avez pas envie que Lorraine soit réduite à un fait divers et du coup, c'est dans cette idée-là que vous avez, créé Effervescence Jeune. Est-ce que vous pourriez m'en dire davantage? Alors tout à l'heure, Béatrice expliquait, en fait, après l'événement, on a lancé une Oui. cagnotte dans l'objectif, qu'elle aille vers des structures, des associations qui interviennent sur la prévention de la santé mentale des jeunes. Et on n'imaginait pas du tout avoir les montants, enfin le montant qu'on a eu à la fin. On a eu, un peu plus de 80 000 €. Heu Mmh. et c'est ce qui nous a amené à se dire: «Mais on va pas décider tous les 2 quelle structure avec un S vont avoir, l'argent de la cagnotte». Donc on s'est dit: «Il faut qu'on soit entouré, ben, par d'autres personnes, par des pros, du métier, mais aussi par des jeunes». Et en discutant aussi avec, de la famille, qui nous avait, bien accompagnés pour la création de cette cagnotte, on s'est dit que ce serait mieux de lancer une association, donc là, l'association, on a créé, courant août et on l'a lancée, fin septembre. Donc elle a 3 mois d'existence, désormais, Mmh. avec, trois piliers, principaux. Le premier étant, le financement, l'intervention de l'association dans le financement de structures qui, interviennent sur la prévention de la santé mentale. Et Oui. donc là, on a clairement des actions concrètes qui ont été financées sur 2025 en dehors d'un appel d'offres parce qu'on voulait, intervenir auprès des jeunes de l'établissement qui a connu le drame, pour, bah, les aider à passer des étapes, notamment à travers des ateliers de médiation animale ou L'art-thérapie. d'art thérapie.
Qui Hem viennent en complément des soins psy, qui sont proposés. Exactement. Mmh mh. Et en Mmh. 2026, il y aura un appel à projets, qui va, permettre d'aider avec, un montant minimum de 50 000 €, Mmh. qui va permettre de financer des actions concrètes également. Et l'idée, c'est, on verra exactement comment le faire, mais l'idée, c'est une association qui intervienne sur l'ensemble du territoire français. Donc, ça va se faire progressivement. On a également tout un pan autour du mécénat et du financement plus globalement, puisqu'on fait intervenir, il y a eu une course solidaire qui a été, mise en place par, les jeunes de l'établissement, au mois de juillet, 2025, et qui a permis de récupérer 15 000 €. Ces 15 000 €, c'est pas que 15 000 €, c'est aussi des jeunes qui ont été actifs dans l'organisation de la course, et puis qui ont OK. pu rencontrer, des associations ou des professionnels de la santé mentale sur cette journée-là. Donc c'est vraiment un effet, 3 en 1, qui est intéressant et qu'on veut essaimer, et potentiellement sur 2026, on a, une course solidaire sur Nantes, donc on la renouvelle, et une autre qui peut, se faire dans le sud de la France. Donc c'est quelque chose qu'on veut, essaimer plus globalement, mais vraiment, de manière plus Progressivement. importante Mmh. sur 2027. Là, cette année, 2026, on veut le faire, sur une ou 2, un ou 2 ou 3 événements, mais histoire d'avoir un kit, qu'on puisse, donner à des gens sur chaque, D'accord. zone géographique. Si nos auditeurs là nous écoutent et seraient intéressés pour vous donner un coup de main, ils peuvent vous joindre, via le site d'Effervescence Jeune? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Oui, Avec plaisir, ils oui. peuvent, D'accord. nous déjà suivre ce qui se passe sur, notre compte Instagram, effervescence-jeune. Ils OK, peuvent aussi, nous contacter, via le site de Hello Asso. Notre site internet est en cours de construction. Donc en d'accord. tapant, effervescence jeune, ils nous trouveront, voilà, avec un descriptif, possibilité, de nous contacter, d'adhérer, hem D'adhérer et puis et de de vous devenir, donner, de faire des Mmh. dons? voilà, de faire des dons et de devenir bénévole s'ils le souhaitent. On OK. a actuellement, 180 adhérents à peu près, et 60 bénévoles actifs qui font, plein de choses très intéressantes. Alors ce qui est intéressant de Mmh, voir, c'est c'est sûr. que, en 3 mois d'existence, il y a quand même beaucoup d'adhérents et de bénévoles, et ces adhérents sont en grande partie, sur la Loire-Atlantique, mais pas que, et l'idée, c'est aussi d'essaimer, et d'élargir notre périmètre d'action sur les autres, territoires, donc d'avoir des adhérents partout et des bénévoles aussi à distance. Quel que À soit leur âge. distance, OK. Quel que soit leur âge, et on est preneur d'avoir Est-ce des que vous jeunes avez justement, sur, différents types d'actions. Ça peut être, pour aider sur l'appel à projets, notamment pour choisir, les projets, selon une grille qui va être définie, et Choisir les initiatives mmh, qui, peuvent aider justement sur la prévention de la santé mentale. On a besoin d'avoir leur avis, connaître ce qui leur fait du bien, ce qui leur manque. Donc ça, c'est quelque chose qui est, leur avis pour nous est très important. Mais ça peut mmh être aussi, bien sûr sur, faire parler de cette cause, et aussi, aller voir, nos dirigeants, nos politiques pour, expliquer l'importance que cette cause, soit bien prise en compte de façon prioritaire tant qu'on est, sur cette situation, qui est très inquiétante. Heu, mh. notre association, elle est là pour que les jeunes, puissent agir, avec l'aide des adultes, et qu'ils puissent, aussi, prendre part en fait à la construction de ce tissu social, sur la santé mentale qui peut permettre justement d'avoir une autre vision, un autre accueil, de ces questions-là qui sont Mmh. pour le moment encore assez cachées, quoi. Mmh. Qu'est-ce que vous avez, identifié déjà grâce, à tous les jeunes que vous avez pu rencontrer sur, vous parlez de ce mot, de santé mentale, quels sont les besoins que vous avez su que vous percevez déjà?
Les besoins qu'on perçoit, enfin, en fait, la situation est assez complexe. Elle a plusieurs déterminants qui viennent, se mélanger, dans un environnement qui est assez compliqué puisqu'en ce moment, au niveau, politique, interne, international et écologique, c'est assez anxiogène. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que, les relations sociales, elles ont évolué depuis, 20 ans, et elles impactent très fortement, en effet, les dernières générations. Alors, Mmh. il y a eu des événements qui ont provoqué ça, hein. Bien sûr, il y a l'arrivée des smartphones, d'internet, des réseaux sociaux dans les années à partir des années 2010, mais je dirais qu'à ce moment-là, on s'est pas trop rendu compte des effets que ça pouvait avoir à terme. Et puis, sont venus ensuite, les attentats, qui ont abîmé aussi l'espace social tel qu'on le connaissait. C'est-à-dire qu'on avait plus, d'appréhension à se rencontrer, dans des lieux, où il y avait pas mal de monde, que ce soit, dans la rue, dans les cafés, les restaurants, les salles de concert, ou même des lieux de culte. Et ça, voilà, ça a joué aussi sur le fait que, être dans l'espace social, c'était plus compliqué qu'il n'y paraissait auparavant. Et puis est arrivé le confinement à cause, du virus Covid. Et à ce moment-là, en effet, l'espace social s'est détaché un petit peu du «monde réel» entre guillemets pour passer plutôt dans un espace numérique. Et dans cet espace numérique, au final, les codes ne sont pas tout à fait les mêmes. On se Mmh. présente pas de la même façon, on communique pas de la même façon. Hem et au final, heu, les réseaux sociaux peuvent, créer un petit peu comme une forteresse, en fait, autour de chaque personne, qui font on se livre pas vraiment tel qu'on est. Hem le problème, c'est que cette forteresse, au bout d'un moment, elle devient enfermante. C'est plus seulement une protection, c'est aussi, quelque chose où on a du mal à sortir. Et Mmh. ce que remontent, un certain nombre de spécialistes, c'est que, comme je vous disais, ces codes sur les réseaux sociaux sont pas les mêmes que dans la vie actuelle, et donc c'est plus compliqué aussi dans ces cas-là. Donc Mmh. les réseaux sociaux sont pas forcément la cause, ils peuvent être tout simplement un accélérateur, en fait, des difficultés à comprendre notre société pour cette génération, et qui creusent l'écart aussi entre générations. C'est pour ça que notre association, accueille, on va dire un peu toutes les générations puisque, nos adhérents vont de 10 ans à 83 ans. Donc, on a autant des pré-ados que des grands-parents. Hein, hein, c'est génial. Bah, ça vient tellement, c'était une des raisons pour lesquelles j'avais envie de vous interviewer, c'est que ça vient rejoindre complètement ce que je défends avec 2 minutes de bonheur, c'est créer du lien, du vrai lien. Pas du lien virtuel, mais du lien où on discute, on partage, on échange entre les générations, entre pairs, parce que c'est tellement important de pouvoir, mettre des mots sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Complètement. Parce que quand on n'a plus les mots et ben, malheureusement, on y va avec des gestes et ça peut faire des dégâts, dont vous en êtes, malheureusement, les témoins, en fin de compte. Pour terminer Merci beaucoup. la Oui, présentation de l'association, il y a le 3e et dernier pilier, c'est sur l'influence. Heu, oui. voilà. Tu en avais parlé un peu, Ouais. mais voilà, c'était dans ce L'influence, allez-y un peu plus en détail. L'influence? l'influence, au niveau de la société, auprès de la société et auprès des politiques pour faire évoluer, la prévention, de la santé mentale, des jeunes. Donc on est en relation avec, des députés, des sénateurs et puis également le ministère de l'Éducation nationale, Mmh. pour travailler sur ces sujets. D'accord, pour en fait réintégrer quelque part un peu de lien, en fait, dans le quotidien des jeunes, de réintégrer, l'expression de ses émotions, de faire tout ce travail-là, c'est ça? Eh bien, en fait, il y a un besoin pour notre société et pour les encadrants des jeunes, de monter en compétence sur ce que c'est la santé mentale. La santé mentale, c'est Oui, pas juste aller mal, c'est aussi être en condition pour aller bien. bien sûr. Et pour le moment, heu, on a encore, on va dire
un certain nombre de marches à franchir, à gravir pour arriver à un niveau qui soit suffisamment uniforme pour que quand on se rend compte qu'un jeune ne va pas bien, qu'on sache quoi faire, qu'on sache comment réagir, qu'on sache, Mmh. comment l'aider et comment éviter, qu'il arrive à en effet, des gestes violents envers lui-même ou envers les autres. Mmh. Hem et donc il existe des recherches sur ces voilà, sur ces outils, mais qui pour le moment sont finalement, pas assez, diffusés pour que, ce soit un sujet qui soit plus facile d'accès, qui soit normalisé et qui soit, reconnu dans notre société comme un élément normal de la santé. C'est normal Mmh. que notre, morale n'aille pas toujours bien. Bien sûr. Par contre, c'est pas normal d'en arriver à réaliser des gestes violents parce qu'on n'a pas réussi à trouver de l'écoute et de l'aide, quand, ce moment de déprime dure trop longtemps. Hem, Absolument. Quand on est adolescent, c'est encore plus difficile, en fait, d'exprimer ça. Comme Mmh. je l'ai expliqué dans le contexte dans lequel, sont nos jeunes, c'est encore plus difficile de reconnaître que ça va pas, de Mmh. savoir comment le dire, de savoir, où trouver de l'aide et aussi de passer le pas, de se rendre compte qu'on a besoin d'aide et d'appeler ou de prévenir. Ça, c'est extrêmement difficile. C'est aussi pour ça que notre association, elle veut, permettre à des initiatives qui font le relais, qui sont la première marche vers l'écoute, d'être plus accessibles pour les jeunes. Mmh. D'accord, OK. Bah, c'est formidable, hein. Je trouve que quelle belle initiative, hein. En tout cas, merci pour votre parole, pour votre courage, pour tout l'amour que vous continuez à porter, à Lorraine. Vous êtes, juste merveilleux. Hem, on va passer à la deuxième partie de notre interview, hein, qui sont mes petites questions. Je voulais vous demander à chacun, quels sont, vos 3 synonymes de bonheur? Bah, moi, je vais commencer par, parce que je suis gourmand, donc je veux dire, un bon repas. Génial. Et vous, Béatrice? Moi, je vais être plus conceptuelle. Moi, je suis plus dans le partage, donc on va dire un bon repas partagé, alors. Voilà, exactement. Bah, voilà encore une belle équipe, que vous faites. Alors un deuxième synonyme pour chacun? Pour moi, c'est, la famille et les amis. Hein, hein. Moi, c'est les moments, simples et agréables. Avec la famille et les amis, Voilà. finalement? Exactement. Mais vraiment bis, quelle belle équipe! Et votre troisième synonyme? 3e, il est un peu d'actualité, c'est, notre petit chaton, qui vient d'arriver et avec qui on joue beaucoup. Ah oui. Voilà et pour moi, c'est la nature, le rayon du soleil. Mmh. On apprend à collecter des petites perles, de bonheur tous les jours, Mmh. parce que c'est déjà ça de Mmh. prix. Exactement. Vous comprenez mieux pourquoi mon podcast s'appelle Bulle de bonheur, pour aller capter tous ces Il est petits bien nommé. instants, exactement du quotidien. Alors notre deuxième question, en 2 minutes, qu'est-ce que vous auriez envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? On a pensé à, un fonctionnement que l'on a eu pendant très longtemps et que l'on a d'ailleurs encore, qui est inspiré d'un courant, pédagogique qui s'appelle la démocratie familiale. Oui. Et en fait, c'est un outil qui est très simple, hein, et que nous, on a utilisé au moins 10 ans, et qui a permis à chacun de trouver sa place dans la famille. Entre autres, ça permet aussi aux enfants de comprendre le fonctionnement démocratique et ça apaise pas mal de tensions familiales. La recette est assez simple. Nous, on avait une ardoise sur laquelle, il y avait qu'on avait coupée en 4, enfin, voilà, divisée en 4 espaces et dessus, chacun pouvait, noter au fur et à mesure, hem, des difficultés qu'il rencontrait, des questions, dont il voulait qu'on discute ensemble. Donc ça allait de, «J'en ai marre que ce soit toujours moi qui vide la vaisselle» à, «Où est-ce que j'aimerais qu'on parte en vacances la prochaine fois?» Et quand, l'ardoise était pleine, donc quand il y avait 4 propositions, de sujets, on calait, une petite heure, le week-end. Nous, en général, souvent avant un repas, au moment de l'apéro, on appelait ça un apéro familial et Mmh. comme on était 4, il y avait 4 rôles. Donc il y avait un animateur, un rédacteur, un gardien du temps et un gardien des convivialités. Donc qui sert les petits jus d'orange, qui sert les petits gâteaux et cetera. J'adore. Voilà.
Donc c'est adapté à chaque âge. Alors c'est sûr que, voilà, quand on a commencé, notre fille avait 5 ans, sur la rédaction, c'était un peu lent. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, on aborde chaque sujet, on décide d'un temps pour en parler, où chacun a un temps pour exprimer, ce qu'il en pense. À la fin, on cherche, une hypothèse, un compromis, en fait, de fonctionnement et on vote. Alors, si ça concerne le budget ou la sécurité, le vote des parents, il compte beaucoup plus lourd que le vote des enfants. Mais sinon, pour n'importe quel sujet, une personne égale un vote. Ou bien il y avait une majorité par rapport à ce qui était proposé comme solution, ou bien il y avait pas, et à ce moment-là, on la mettait en place, on Mmh. l'écrivait et voilà. Ou bien il y avait pas de majorité et donc à ce moment-là, on décidait de mettre en test, on essayait une solution et puis on recommençait un mois plus tard où, à ce moment-là, on en reparlait et on revotait. Ça, ça nous a permis de mettre en place un fonctionnement équitable, par exemple pour, le fonctionnement de la maison, pour, les questions de liberté de temps, de choix, de qui c'est qui veut écouter de la musique fort à quel moment, enfin voilà, plein de choses qui peuvent être source en fait de conflits dans une famille. Des petites choses qui, rapidement peuvent empoisonner et qui au contraire, là du coup ont été beaucoup plus, apaisées. Mmh. Hem et ça a appris en effet à nos enfants à être, très vite des citoyens, à comprendre ce que c'est une loi, pourquoi, elle est votée, pourquoi elle s'applique, comment elle peut s'appliquer, et et ça aide beaucoup aussi sur la notion d'équité, au sein Bien d'une sûr, famille. bien sûr et puis ça stimule la motivation aussi, Ah complètement. Mmh. parce que chacun est impliqué dans les choix donc inévitablement ça motive. Encore une fois, Ça donne du sens, en fait, voilà, là. être acteur de Mmh. de sa propre vie. Exactement, exactement. Combien c'est important. Et ben, en tous les cas, je trouve que c'est une bien belle suggestion, de ces, apéros familiales et de cette démocratie familiale, à appliquer dans toutes les familles. Hem, on va terminer avec, notre petite mousse, hein, de la semaine, qui nous vient de Viktor Frankl et qui nous dit et je trouve qu'il résume bien, toute votre démarche avec, votre association Effervescence Jeune: «Ce que nous faisons pour les autres est ce qui donne sens à nos vies». Merci beaucoup, Béatrice et Johan pour votre présence, pour ce témoignage, très émouvant et pour toute cette énergie que vous donne votre fille encore pour, prendre soin des jeunes, pour prendre soin de la santé mentale des jeunes et puis j'invite véritablement à tous nos auditeurs à aller, se connecter sur la page Instagram, d'Effervescence Jeune et puis, par via Hello Asso, soit proposer votre aide, soit faire un don. Je pense que tout ça sera véritablement le bienvenu. Merci beaucoup Raphaël. Merci. Merci encore. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis pour leur envoyer des bulles de bonheur. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux. Et puis surtout, je souhaite une bien longue vie à Effervescence Jeune.